Les 6 heures de Sao Paulo ont eu lieu le week-end dernier sur le circuit d'Interlagos au Brésil avec la première victoire de Cadillac en championnat du monde d'endurance avec l'équipe britannique Jota et le succès pour la numéro 12 de Will Stevens, Alex Lynn et Norman Nato devant la voiture sœur numéro 38 de Jenson Button, Sébastien Bourdet et Earl Bamber. Une victoire Cadillac et également un succès pour Acodis ASP en LMGT3 avec l'équipe française sur lesquelles nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info pour cette nouvelle épreuve du championnat du monde d'endurance. Track Limit by Minerva Oil, c'est parti. Et pour faire ce débriefing complet de cette manche du WEC 2025, cette manche brésilienne, l'une des premières sur le continent américain, puisque l'on se rendra prochainement plus au nord, au COTA, au Circuit of the Americas à Austin, au Texas. Je suis évidemment avec Thibaut Villemont qui était sur place à Sao Paulo et Laurent Mercier, avec lesquels nous allons revenir sur cette épreuve. Messieurs, je vous propose de commencer par l'aspect purement classement. On va y passer très rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Thibaut, c'est enfin la première victoire de Cadillac en championnat du monde après 20 courses globalement disputées depuis le lancement du programme de la V-Series.R LMDH. C'est également la première victoire du châssis Dallara, de châssis LMDH Dallara, puisqu'on sait que Dallara est impliqué dans d'autres programmes en hypercar. Mais enfin, ce châssis gagne enfin avec l'équipe, enfin la marque américaine et l'équipe britannique. C'est un doublé Thibaut, c'est pour parler purement du classement, hein, juste voilà, c'est l'aboutissement du travail pour Cadillac et surtout la concrétisation de l'alliance avec Jota qui donc, elle, réussit à faire gagner cette voiture. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Oui, comme tu dis, c'est une bonne nouvelle, c'est mérité. Comme tu disais, Cadillac a sa première victoire en championnat du monde d'endurance et que le deuxième podium après la troisième place de 2003. Jusque-là, faut pas oublier qu'ils avaient que jusqu'à cette saison une seule voiture, courue par Ganassi. Alex Lynn le disait, lui qui fait partie du programme depuis le début, il l'a dit à l'arrivée, c'est incroyable ce que déjà Team Jota a réussi à apporter avec cette auto. Et là, ils en récoltent les fruits. Ils ont fait un très bon Le Mans. Clairement, ils ne pouvaient pas jouer devant. Ils n'avaient pas la vitesse de pointe pour, mais ils ont fait un beau Le Mans d'un point de vue équipe, d'un point de vue exploitation. A contrario, par rapport aux 24 heures du Mans, ils ont eu une BOP, faut le dire, qui a été quand même assez favorable, notamment avec ce nouveau système qui ne prend plus en compte les deux meilleurs des trois dernières courses, comme ça a été le cas à Spa. Avant Spa, c'était pour rappel les trois dernières courses. Et là, la BOP, dorénavant, la compensation manufactureur, la compensation constructeur, excusez-moi, n'est faite que sur les deux dernières courses. Alors forcément, quand on voit les performances de Jota au Qatar, de Cadillac, c'était une bonne nouvelle que cette épreuve ne soit pas prise en compte dans la compensation constructeur. Mais ça se doit surtout pas retirer au mérite de Cadillac et de Jota. La numéro 12 durant toute la semaine et globalement c'est presque durant toute la saison semble un poil plus rapide que la numéro 38. Ils savent pas l'expliquer. Ils ont des setups qui sont même apparemment assez différents. Après il y a Porsche qui a été au niveau, qui était attendu. Et la surprise c'est quand même dans le clan Cadillac, ils s'attendaient pas à être aussi performants en course. Ils s'attendaient pas à être aussi bien sur la dégradation de pneus. Moi avant le départ on m'a dit alors Thibaut qui est-ce qui gagne. Moi je pensais que ce serait Porsche. Je pensais qu'il ferait la différence en course. Il n'a pas manqué grand-chose. Hein. Julien Bauer pourra laisser titiller Sébastien Bourdet en fin d'épreuve. La Porsche a été bien en début de course, bien en fin de course, moins bien au milieu. Puis après, on va juste parler juste derrière. Il y a Peugeot qui a retrouvé sa BOP si avantageuse qui était la sienne à Imola et Spa et qui était, on va dire, la troisième force du plateau, mais surprise qui s'est fait devancer par la BMW numéro 20. C'est un petit peu quand on voit les chiffres, notamment du tableau de BOP, c'est un peu la petite surprise, c'est ça, c'est cette BM qui arrive à s'immiscer. En dehors de ça, voilà, il y a personne, on y reviendra après, il y a personne qui a pu jouer, hein, clairement pas. Hein, ils ont tous eu un rôle de faire valoir. Mais voilà, je pense qu'on va y revenir après. En tous les cas, voilà, je dis c'est bien, c'est chouette de voir une victoire du LMDH, c'est bien, c'est chouette de voir une victoire du Cadillac Team Jota. C'est quand même un très beau résultat. Hein, l'association, c'est que sa cinquième course commune. On l'a dit avec Porsche Penske, on l'a dit avec BMW WRT. Apprendre à collaborer et apprendre à travailler ensemble comme ça, c'est pas si facile. Et là, on sent que la mayonnaise prend. Et c'est très encourageant, particulièrement pour la saison prochaine. Juste une précision Thibaut, on a vu que les Cadillac étaient toujours très véloces sur l'exercice du tour lancé, hein, avec notamment cette capacité à exploiter le pneu sur cette brève période. Mais là, ils ont, semble-t-il aussi,
réussi à améliorer leur performance sur les longs relais. C'est clairement ce qui a joué, hein, au Brésil, sur un circuit qui est pas forcément le plus simple sur ce point. Non, qui est pas le plus simple, mais il y a eu, faut pas oublier, un nouveau tarmac depuis l'édition 2024. Ça les a certainement aidés. Mais comme je disais, voilà, même eux, ils ont semblé surpris par ça. Donc attention, hein, faudra voir. À Austin, déjà, bah, ils ont gagné, ils ont été quand même relativement dominateur. Donc la BOP va passer par là. Ils vont prendre un petit coup sur la tête. À Austin, il va faire beaucoup plus chaud, hein, c'était l'hiver au Brésil. Donc ça aussi, ça va certainement avoir un impact. Encore une fois, c'est bon signe et c'est encourageant. Voilà, c'est surtout moi, c'est surtout ça que je retiens. On va pas se mentir, hein, la saison 25, elle est jouée. Ils ont tous en tête maintenant 2026, préparer 2026, préparer le Mans 2026, et c'est là où ça va être intéressant de voir cette association qui monte en puissance. BMW, donc tu dis, qui termine meilleur des autres, comme disait Vincent Voss. Si la numéro 20, elle a su aller au bout, la 15 a été rapidement éliminée de la course, on va dire, pour les bons résultats, avec un problème de frein. Un problème de frein, alors sans savoir si c'est encore le même, mais il y a déjà eu un souci à Spa pour la numéro 20. Et on sait que les freins ont été un axe de travail cet hiver pour BMW. Est-ce qu'il y a un motif d'inquiétude selon toi, ou c'est encore des soucis de jeunesse, on va dire? Bah, ils n'ont pas trop su nous expliquer encore dans les détails le souci rencontré. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est l'Evo Joker qui a utilisé BMW l'hiver dernier en changeant de fournisseur de frein. Donc là, il semblerait que ça pose encore souci. Ce qui est sûr, c'est que ça, voilà, comme tu dis, ça fait 2 courses. Donc je pense que ça va être un point à travailler, durant l'hiver. Après, le port mécanique, c'est pas une science exacte. On l'a vu également avec Alpine, qui a perdu très vite la numéro 35 avec le système hybride qui tombe en rade d'un coup. Et apparemment, c'est pas lié au contact de Ferdi Habsburg un peu plus tôt avec une GT. Il va falloir travailler. C'est presque rassurant parce que maintenant, on voit toutes les voitures terminer toutes les courses et ça enlève même de l'incertitude. Donc, c'est presque rassurant de se dire que bah, il y a encore quelques casses. Laurent, va passer rapidement au LMGT3. Le LMGT3 avec la première victoire de la Lexus RCF LMGT3 et d'Acodis ASP en championnat du monde. Là aussi, on va dire enfin, tant les premiers temps n'ont pas été forcément évidents pour l'équipe de Jérôme Polican. Cette fois, avec notamment un élément supplémentaire qui a sans doute beaucoup joué pour la performance de la voiture. L'équipe tarnaise décroche sa première victoire. Donc on avait déjà vu des bons résultats en début de saison qui avaient mis forcément du baume au cœur à l'équipe. Là, cette première victoire, Laurent, ça doit donner un énorme coup de boost évidemment à l'alliance franco-japonaise. Et donc ces fameux pneus durs, hein, cette fameuse nouvelle spécification des pneus Goodyear qui a joué un grand rôle pour ce succès. Ouais, salut les gars. Oui, c'est mieux avec les pneus durs. On sait que les Lexus, depuis l'année passée, c'est compliqué. C'était compliqué quand il faisait chaud. Que l'équipe a très bien travaillé cet hiver, a quand même pu faire des essais, ce qui n'avait pas pu être le cas l'hiver dernier, enfin le premier hiver, parce que les voitures étaient arrivées tard. On a vu depuis le début de saison que les voitures passaient, les Lexus passaient en hyperpole. On a vu que c'était assez serré, même déjà dès l'hyperpole, enfin même déjà dès les qualifs. Je crois qu'il y avait 12 GT3 sur 18 qui étaient dans la même seconde. Et tu avais cette marque de mémoire en hyperpole. C'est franchement une belle victoire pour Acodis. On aurait même peut-être même pu faire le doublé. Maintenant, là aussi, c'est un peu comme la catégorie hypercar. Je trouve que il y a un peu 2 courses avec des voitures qui sont devant. On a vu que la Corvette aussi était plutôt pas mal. Et à côté de ça, on a des voitures qui sont nulle part. C'est le cas de la BM. Bon, on va passer sur les Ford qui ont quand même connu des problèmes. Chez Aston, on a eu une fin de course le local de l'étape du Barrichello, où je pense qu'à l'arrivée, c'est pire si son père avait été champion du monde de Formule 1. Ah, les commentateurs ont été plus qu'enthousiastes. Que ça a été plus compliqué pour The Art of Racing. On a eu des Ferrari aussi qui étaient nulle part. Donc, moi, je suis content pour Acodis et juste pour dire par rapport à ce qui a été dit juste avant, content aussi pour Jota. Maintenant, moi, je m'interroge beaucoup sur le. Je n'ai pas envie de parler plus de sport parce que je sais pas ce qu'est sport aussi bien en hypercar qu'en LMGT3 sur cette course. Je n'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup. Je pense qu'il fallait être motivé pour regarder cette course durant 6 heures. Je pense qu'il fallait avoir soit être vraiment passionné, soit avoir un travail à faire comme c'est notre cas. Et franchement, beaucoup de mal à retenir ma frustration par rapport à ce que j'ai pu voir parce que j'ai pas vu vraiment une course. J'espère que ça va pas durer longtemps parce qu'il suffit de lire les commentaires. Je pense que tout le monde est unanime. Je pense que il y a des pavés qui ont été un peu jetés dans la mare. Je pense que Vincent Voss, le patron de WRT, a acheté un petit pavé sur ses réseaux sociaux. Et je pense qu'à un moment, ça peut pas durer comme ça, sinon ça a zéro intérêt. Je suis désolé d'être négatif. On va Non, non, peut-être non, encore non, mais de dire toute une façon, fois que je suis négatif. c'est le, Mais c'est là, le, c'est franchement, le-
C'est le Franchement, gros sujet. C'est le gros sujet. c'est inexplicable. Je veux dire, tu peux pas expliquer ça à des gens qui suivent la course. Enfin, je veux dire, franchement, Non, mais c'est sûr. On va y revenir. Moi, je veux juste revenir. Et après, on clôt, entre guillemets, le chapitre sport, hélas. Bravo à l'équipe de Jérôme Polican. Désolé, je vais faire la pub pour Endurance Info, hein, mais allez voir l'article qu'on a écrit. Jérôme explique très, très bien que c'est pas uniquement dû aux pneus. Ces pneus-là, ils sont dispo depuis un certain temps, hein, pour les équipes. À Codis ASP, il a clairement vu l'opportunité de résoudre son problème principal, qui était la tenue des pneumatiques. Et donc, il s'est fait partie des équipes qui ont acheté le plus de trains de pneus, parce qu'il faut savoir que les pneus LMGT3 sont non confidentiels. Et ils ont roulé minimum à 3 reprises, hein, avec les pneus en essai. Donc, ils sont arrivés sur place et ils connaissaient vraiment ces produits. Ils ont réussi à les maximiser. Derrière, ça s'est joué aussi sur des stratégies pilotes. La numéro 87 étant en bonne position, c'est sûr qu'en fait, ils ont décidé de laisser le pilote bronze assez longtemps dans la voiture en début de course, là où par exemple sur la 78, elle était un petit peu plus en retrait alors qu'Arnaud Robin a très bien roulé, hein, mais ils ont changé. Comme quasiment tous leurs concurrents, ils ont rapidement changé en raison de la dégradation des pneus. Ils ont changé les pneumatiques et les pilotes, et donc forcément après ils ont dû remettre le pilote bronze. Donc en fait, à la fin du relais de Petrou Umbra Reshkou, en fait ils ont décidé ils se sont dit, comme disait Jérôme, c'était gagné. On savait qu'on n'avait plus notre pilote bronze à mettre dans la voiture, avec un Clemens Schmidt en silver et un José María Lopez en platinium. Globalement, ils savaient que c'était fait. Donc voilà, je veux dire bravo à eux. Ces pneus ont effectivement globalement aidé les voitures à moteur avant, avec une répartition un petit peu plus centrée sur l'avant. Alors ce qui n'est pas forcément la cas de Mercedes, hein, on s'approche d'un 50-50, mais c'est sûr que ça a aidé aussi, ça a aidé Acodis et Lexus et Aston Martin. Derrière, il faut savoir que la Ferrari de numéro 21, qui a fait deuxième aux 24 heures du Mans, il y a le Success Ballast, hein, aussi qui joue énormément. Je crois qu'ils embarquaient 42 kilos de plus que la voiture sœur, c'est absolument colossal. La Porsche Manthey, c'était pareil. Ce sont des équipes qui, j'ai l'impression, n'ont pas beaucoup travaillé non plus avec ces gommes hard, hein, donc qui ont été un petit peu perdus en arrivant. En tous les cas, ils ont pris le parti de moins rouler que Lexus avec. Ils en ont aussi payé le prix fort. Derrière, il faudra voir ce qui se passe à Austin. Ce sera plus chaud. On va pas se mentir, hein, la Lexus n'est pas tout de suite devenue une voiture fantastique avec les pneumatiques pour autant. Il y aura encore les pneus hard à Austin. Ils ne seront pas à Fuji, ils les retrouveront à Bahreïn, mais là aussi où il va faire chaud. Donc, ils partiront peut-être pas avec l'avantage du pronostic, mais je m'attends quand même à voir les autres revenir un petit peu. Par contre, c'est sûr que BMW était nulle part, et je peux comprendre un petit peu la colère de Vincent Voss, parce que c'est pas comme s'ils avaient survolé les deux dernières courses. Voilà pour le chapitre LMGT3. Voilà, petite nuance aussi, je trouve, sur ces concepts de BOP, de Success Ballast, de tout ça. Je peux l'entendre dans des catégories GT avec un règlement qui est excessivement ouvert, où il y a des pilotes platine, des pilotes bronze, où on mêle un petit peu tout. C'est encore un peu plus discutable en hypercar, mais je pense qu'on va y revenir. C'est effectivement, Thibaut, Laurent, le sujet un peu majeur, au-delà de l'aspect sportif qui reste, on va être clair, un peu faible, hein, sur ces dernières courses, un petit peu compliqué d'avoir un vrai suspense. Thibaut, il y a est-ce qu'il y a un problème en fait? On va mettre les mots, hein. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui en WEC, avec cette balance de performance? On parle souvent, on l'évoque souvent dans nos podcasts ou dans nos articles. On parle plus forcément de balance de performance, de balance de résultats. On a vu Ferrari survoler les 3 premières courses, gagner au Mans. Là, ils sont nulle part. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Est-ce qu'on sent la grogne monter quand même dans divers clans? Et est-ce qu'il y a une solution envisageable à court terme déjà? Parce que, comme tu disais il y a quelques instants, la saison 2025, elle est quasiment pliée depuis l'arrivée des 24 heures du Mans, Le on va Mans, dire. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La solution, moi aujourd'hui, je l'ai pas. Je serais bien arrogant de dire que je l'ai. Elle est sacrément compliquée à trouver. On en a beaucoup parlé de ce sujet BOP, forcément, qui fait parler, même si les concurrents officiellement n'ont pas d'en parler. Ce que je trouve aussi dommageable, parce que peut-être que ça permettrait aussi un peu d'avancer. Moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est ce que je disais jusque-là. On y reviendra pas, on l'a expliqué, on a un début de saison dominé quand même par Ferrari. Encore une fois, je veux pas retirer du crédit à Ferrari, qui a fait une voiture extraordinaire, dont l'équipe d'exploitation est vraiment montée en puissance. En revanche, ils profitent aussi du fait qu'ils ont été étonnamment peu performants en fin de saison 2024, et le système de BOP de la saison 2025, la compensation constructeur a été établie sur les 3 dernières courses en date. Donc forcément, ça a été les 3 dernières courses de la saison 2024. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'ils dominent au final jusqu'au 24 heures du Mans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, après, ce système de BOP,
Je suis un puriste, je suis un vieux mec, je suis désolé. Déjà, je suis contre. Pour moi, c'est contraire aux fondamentaux du sport auto. En revanche, on est obligé de reconnaître que c'est grâce à ce système de BOP qu'on a autant de constructeurs aujourd'hui. Ok, très bien. Moi, j'avais l'impression que l'année dernière, le système qui avait été trouvé était pas si mal. Il y avait cette fenêtre de performance. À partir du moment où on était dans la fenêtre, on n'était plus touché. Donc derrière, il fallait aussi travailler pour faire la différence. On avait un gap de 0,4% par rapport, donc c'est plus 0,2, moins 0,2 par rapport à la moyenne des 20% des meilleurs tours en course. Et on s'est retrouvé quand même en fin de saison avec des victoires Toyota, des victoires Porsche, des victoires Ferrari. Après, je pars après Le Mans. Victoire Toyota, victoire Porsche, victoire Ferrari, une pole pour Cadillac à Fuji, un podium pour Peugeot à Bahreïn, un podium pour BM et Alpine. Je suis désolé, c'était quand même pas si mal, quoi. C'était quand même pas si mal. La décision a été reprise de tout revoir parce que, soi-disant, les LMH ont un gros avantage sur les LMDH. Pourquoi pas? Et on s'est retrouvé dans cette situation de convergence à 100%. Donc, l'idée, c'est que toutes les voitures soient en mesure de faire le même temps autour. Et au final, on a quoi? On a totalement le contraire. On a des écarts qui sont encore plus importants que l'an passé. Ce système de BOP, encore une fois, on peut l'accepter. On peut comprendre que là, l'endurance était dans une passe difficile. Moi, jusque-là, il m'allait pas. Il a accepté. On fait avec. Très bien. Maintenant, c'est ce qu'on disait, 90% des gens qui débarquent sur un circuit et qui ne connaissent pas le système de BOP, ils en repartaient en se disant « Waouh, il y a eu du spectacle et Ferrari a gagné ». Est-ce que ça veut dire que Ferrari était meilleur? Non, clairement pas. Ça ne voulait pas dire ça. Mais en tous les cas, il y a 90% des gens qui ne s'en rendaient pas compte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu disais Laurent, pour regarder cette course en intégralité, il faut être passionné. Mais au contraire, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne dans Sao Paulo, c'est que le passionné qui comprend, il s'y retrouve pas. Et le néophyte qui ne comprend pas la BOP ne s'y retrouve pas non plus. Comment vous pouvez expliquer à un mec qui est sur son canapé que la voiture qui a pulvérisé la concurrence sur les 4 premières manches se retrouve à peiner à intégrer le top 10? Comment vous expliquez que le champion du monde en titre se batte pour la 15e place? Comment vous expliquez que la Peugeot, qui était nulle part aux 24 heures du Mans, se batte maintenant pour le podium? On a une inversion de la hiérarchie qui est lunaire. En fait, moi, ce qui me chagrine, Et prévisible. c'est que est prévisible exactement. Quand on a le tableau de BOP, on peut presque prédire quel va être le résultat de la course. Et moi, c'est ça qui me chagrine, c'est qu'en plus, on n'a pas l'impression qu'on va essayer d'aider les moins bons. On va pénaliser les meilleurs. Donc en fait, c'est un nivellement par le bas. Et là, aujourd'hui, on le voit. On va pas se mentir. Aujourd'hui encore, et il y en a plein qui ont fait des progrès. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore 3 équipes d'exploit qui sont au-dessus du lot. C'est Toyota, Ferrari et Porsche. On fait tout pour les ralentir et pour permettre aux autres de se battre. Moi, je suis désolé, moi ça me chagrine. Là, on a quand même, je crois, on a quand même encore une fois, la voiture qui a gagné les 4 premières courses et la voiture qui est championne du monde en titre. Au bout d'un tiers de course, elles étaient un tour. Enfin, je veux dire, normalement, là, on parle de P2, quoi. Et là, c'est ça qui me chagrine. T'as juste Toyota qui se bat face à Aston Martin. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je trouve que la phrase la plus il y a quelqu'un d'une autre équipe qui m'a dit, d'une équipe outsider, qui m'a dit en mars, on s'était dit que si à Sao Paulo on arrivait à se battre avec Ferrari et Toyota, c'est qu'on aurait bien travaillé. Bah apparemment, on a très bien travaillé. Mais bon, personne ne s'attendait à ce que Ferrari et Toyota soient au-delà de la 10e place. Et moi, en fait, ce qui me chagrine dans cette course, c'est que j'ai l'impression que ça met en exergue plus encore que les autres courses le souci qu'on a aujourd'hui. Ce système de BOP, il est acté, tous les constructeurs y ont adhéré avec plus ou moins d'enthousiasme, mais là, il y a un trou dans la raquette. Donc après, il y en a qui nous disent « Ouais, mais les constructeurs, ils trichent, les constructeurs, ils cachent leur jeu. » Alors déjà, non, les constructeurs ne trichent pas. Les constructeurs cachent leur jeu. Mais si on leur en donne la possibilité, parce qu'ils savent que derrière, ils ont quelque chose de plus gros à gagner, évidemment qu'ils vont le faire. Ce serait les prendre pour des débiles. Encore une fois, c'est vous demandez à Sinner en tennis, tu fais l'impasse sur l'Open de Miami et tu passes directement en quart de finale de Roland Garros. Évidemment qu'il va faire l'impasse sur l'Open de Miami. On est dans une situation qui est assez, enfin moi qui me dérange. Et encore une fois, c'est surtout j'ai la sensation que dimanche en fait personne ne s'y est retrouvé. Là où éventuellement, même si encore une fois moi en tant que puriste j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Mais encore une fois, sur les autres courses, il y a certains qui ont pu s'y retrouver. Par contre, tu as raison, j'ai l'impression que là, sur dimanche, c'était assez unanime. Et surtout Thibaut, on parlait du caractère prévisible des courses presque avec l'établissement de la BOP. Mais après, où est aussi l'intérêt on a vu au bout de 2h30, 3 heures, les 2 Cadillac étaient devant. Là, il y avait les Porsche qui étaient pas loin, mais après, c'est une procession un petit peu aussi. Ah bah c'est sûr que le spectacle, c'est ce que je disais. On a eu l'année dernière, on avait ce système de fenêtres de perf qui avait été mis en place.
à en croire les instances, il n'est pas bon. En tous les cas, il n'était pas optimal. Donc, on a décidé d'opter pour une convergence à 100%. Et étonnamment, on a des écarts qui sont plus importants. Donc voilà, encore une fois, à quoi ils sont dus, d'un certain côté, je m'en fiche. À quoi ils sont dus, qu'ils soient dus à des constructeurs qui cachent leur jeu, qui sont dus, je m'en fiche. Le seul truc que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui est devant sa télé ne s'y retrouve pas. Et j'ai l'impression que dimanche, personne ne s'y retrouvait. Parce que, encore une fois, moi qu'un concurrent domine, comme Ferrari l'a fait en début de saison, dans n'importe quel championnat, ça ne me dérange pas. À partir du moment où il y a des règles et qu'il y en a un qui bosse mieux que les autres, ça ne me dérange pas. C'est ce qui se passe cette année avec McLaren. Comment vous allez expliquer là, je sais plus, c'est le prochain Grand Prix. Alors moi, en plus, ça se trouve, c'est un circuit qui est particulier, c'est peut-être Budapest. Mais peu importe, comment vous allez expliquer que la McLaren, qui est dominatrice depuis le début de la saison, d'un coup, bam, elle passe 15e. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, qu'une voiture domine dans un championnat non régi par une BOP, je l'accepte. Là, je trouve que en fait, on nous vend un système de BOP pour offrir un meilleur spectacle. Et en fait, j'ai l'impression que le résultat est totalement contraire. Et on enlève, Laurent, tu es d'accord, c'est un précepte que tu prêches beaucoup, notamment en LMP2, on enlève aussi presque le travail des équipes. Est-ce que vraiment le meilleur gagne au terme de la course? C'est un peu ça le problème. Alors, tout le monde va te critiquer, beaucoup critiquent le côté LMP2 parce que c'est monotone, parce que c'est le même châssis, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Le truc, c'est que quand tu pars le dimanche soir, tu sais que c'est la meilleure équipe et le meilleur équipage qui a gagné. Point barre. Alors que là, on est loin du compte. Alors, soit tu dis, OK, les mecs, on fait plus du sport, on fait du show, mais au moins c'est assumé. Au moins tu sais à quoi tu t'attends, au moins tu sais pourquoi les constructeurs viennent. Tu dis, OK, on fait un peu du show, un peu à l'américaine. Tu vas aux 24 heures de Daytona, Thibaut, tu es bien placé pour le savoir, on y va chaque année. OK, le début de course, il faut que tu joues la position sur la track position, il faut que tu restes dans le tour du leader et tu reviens le dimanche à midi et c'est là que ça fight. Et c'est là que tu as des relances, c'est là que tu as des fins. Et OK, mais au moins c'est assumé. OK, c'est un sport, mais c'est aussi un show à l'américaine, comme les Américains savent le faire, même en dehors du sport auto. Mais là, tu as une feuille de route. On te dit, OK, vous venez en hypercar, vous venez en LMH, en LMDH, c'est pas la peine de dépenser 1 euro de plus parce que vous n'aurez pas d'avantage. Bon, d'accord, OK, on vient. Après, tu choisis, tu fais comme Porsche, qui est quand même un grand constructeur, et tu choisis la plateforme LMDH parce que ça te coûtera moins cher, parce que ce sera plus facile de vendre des voitures. Très bien. Tu vas chez Ferrari qui choisit la plateforme LMH, qui ne vend pas de voiture, parce que la voiture 83, la privée, n'a de privé que le nom, puisqu'elle n'est pas du tout privée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais tu as des concepts différents, tu as Peugeot qui vient avec une caisse sans aileron, on dit ouais mais non mais c'est pas grave et tout, de toute façon il y a un peu une BOP, même si vous n'êtes pas dans le truc, si vous n'êtes pas dans la fenêtre, on va vous y remettre. Ok, tout le monde a une chance de gagner. Sauf que c'est pas le cas déjà, et ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que de toute façon, même si tout le monde a une chance de gagner, à la fin il n'y a qu'un seul vainqueur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Donc à un moment, s'il n'y a qu'un vainqueur, ceux qui ne gagnent pas, ils ne sont pas contents parce qu'on dit ouais mais vous m'avez dit que je pouvais gagner. Bah oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et qu'à un moment, tu peux pas. C'est pas parce que tu as une bouse ou tu as dépensé 10 fois moins d'argent qu'on doit te mettre sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui a bien travaillé. À un moment, faut aussi être réaliste. Et là, je suis désolé, mais tu as affaire qu'à des gens qui sont frustrés, qui en plus, d'un point de vue réglementaire, ne peuvent pas parler. Que ce système de BOP, je suis désolé, mais il est opaque, que personne ne sait ce qu'il y fait, que même les constructeurs sont même pas au courant, et que ce système de BOP, et j'ai l'impression que sur chaque course, on le change. Chaque course, en fait, on tâtonne. Donc, soit, je suis désolé d'aller jusque-là, soit ceux qui font le système de BOP, ils sont pas bons, et il faut les remplacer. À un moment, quand une équipe de foot, elle ne gagne pas 10 matchs, tu changes l'entraîneur, tu ne changes pas les joueurs. Là, c'est pareil. Je suis désolé. Donc, à un moment, si on n'y arrive pas, il faut taper du poing sur la table et dire hey, on a un truc, on n'a jamais eu autant de constructeurs. Tout le monde te dit que c'est l'âge d'or de l'endurance. Et si tu lis les commentaires des gens, des lecteurs ou des fans qui sont fans d'endurance, ils te disent mais vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et après ce que tu as vu ce week-end à Sao Paulo, tu dis finalement ils n'ont peut-être pas tort. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir parce que tu en as d'autres qui arrivent et que ces constructeurs qui arrivent, qui sont Genesis, Ford et McLaren, doivent se dire putain, attends, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à gagner? Parce que nous, si on vient, c'est pour gagner. On ne vient pas pour finir 3e, 4e ou 5e. Et quand tu lis les communiqués de presse après la course, notamment Interlagos, ceux qui finissent 6e ou 7e, tu te réjouis. Mais tu te réjouis de quoi en fait? T'es Peugeot, tu finis 6e, c'est très bien. Mais pourquoi tu finis 6e? Tu finis 6e parce que les Ferrari ne mettent pas un pied devant l'autre.
parce que les Toyota, elles jouent, t'es même pas en Ligue 2, là, t'es limite avec les poussins ou les pupilles ou je sais pas quoi. Donc à un moment, est-ce que tu dis, ah super, je finis 6e. Ah, mais est-ce que tu as fini 6e à la régulière? La réponse est non. Donc il y a aussi une guerre de déclaration. Ah, c'est super, c'est super. Bah non, je suis désolé, mais c'est pas super. Si tu dépenses des dizaines de millions d'euros pour finir 6e, bah, je pense qu'à un moment, il faut faire autre chose. Surtout quand tu es un constructeur généraliste. Soit tu arrêtes, soit tu refais une caisse, sauf qu'aujourd'hui, refaire une caisse de A à Z, bah, d'un point de vue réglementaire, ça me paraît quand même très compliqué. Mais à un moment, comme dit Thibaut, il y a un trou dans la raquette. On va pas revenir sur Sinner, hein, mais il y a un trou dans la raquette. Donc le trou dans la raquette, bah, c'est pas dans 2 ans qu'il va falloir le résorber, c'est maintenant. Et le trou dans la raquette, je suis désolé, ok, le GT3 a peut-être été mieux que ce qu'on a vu en hypercar. Maintenant, il y a aussi, alors ok, là, il y a le success ballast qui change beaucoup quand on connaît l'influence du poids sur une voiture, et c'est là aussi où Ferrari et Porsche, comme disait Thibaut, c'est un peu compliqué, Surtout à Sao Paulo. surtout à Sao Paulo. Mais à un moment, enfin, je veux dire, tu peux pas expliquer aussi aux gens qu'à Imola, alors on va pas comparer vraiment Imola et Sao Paulo, mais où tu as des BM qui volent, et là tu arrives, mais tu es là pour faire quoi? Pour faire de la figuration? Ah, c'est sûr que remarque, tu me diras, la BM The Bend, là, aux couleurs du Brésil, remarque, tu as le temps de l'avoir passée. Hein. Ok, elle est très belle, elle est magnifique, tout le monde l'attend en miniature, mais vu la vitesse à laquelle elle roule, c'est nickel pour les photos. Hein. Pour finir, tu prends un mec comme Valentino Rossi, qui est quand même un compétiteur dans l'âme, quoi qu'on en dise. Non, mais enfin, comment est-ce que ce mec qui a fait du MotoGP pendant X années, qui est multiple champion du monde en moto, et arrive pour rouler dans une catégorie avec une BOP où ça change tout le temps, où tu sais jamais où est-ce qu'il est ton niveau? Déjà, d'une, pour progresser, c'est pas simple. Et à un moment, si tu as un vrai compétiteur, ça me paraît pas simple. Tout à l'heure, on parlait de Jérôme Polican. Bah, Jérôme Polican, je suis désolé, mais si tu regardes les saisons précédentes, quand il était avec Mercedes en GT World Challenge, Pierre, tu es bien placé pour le savoir aussi, bah, tu avais toujours une Mercedes à Codis ou à KSP ou de la feuille des temps quand c'était possible. Parce que Jérôme, lui, te dit, bah ouais, mais si moi je mets pas la caisse devant, comment je fais pour savoir comment elle marche ma caisse? Donc si tu caches tout le temps, c'est quoi ton plein potentiel sur le circuit? Comment est-ce que tu fais pour arriver à le voir? Bah, la meilleure solution, c'est de rouler et de faire des temps. Sauf que tout le monde n'est pas comme ça. Et à un moment, bah, tu as des caisses, tu sais pas pourquoi. À un moment, ah ben ça marche mieux. Ah ok, super, ça marche mieux. C'est la météo. Ah ok, c'est la météo. Ok, ta caisse, elle se met à marcher quand il faut qu'elle marche. Ben, c'est la météo ou c'est quand il faut qu'elle marche pour essayer de rattraper celui qui est devant? Enfin, tu vois, donc après, tu peux te poser beaucoup de questions. Et franchement, quand tu aimes le sport, tu te dis, putain, les mecs, faites quelque chose quand même qui tienne la route, quoi. Il faut remettre le sport, il faut remettre de la méritocratie dans le truc. C'est ça, il faut remettre un peu de méritocratie. Si tu es le meilleur, si tu as fait la meilleure caisse, que ta caisse, elle domine, moi, ça ne me dérange pas. Oui, mais aujourd'hui, à la rigueur, ça, c'est pas le, hélas, le principe de BOP. Je suis contre. Mais le principe de le BOP est comme ça. Maintenant, on se vante d'avoir un règlement qui est très, très restrictif et qui, normalement, même sans BOP, devrait offrir des performances très égales. Le problème, c'est que là, moi, je regarde le tableau de BOP, je compare Ferrari et Cadillac. Ferrari, ils ont 30 kilos de plus, ils ont 29 kilos de plus et ils ont 36 kilowatts de moins. C'est pas ce que j'appelle des petites différences. Maintenant, déjà, ce qu'ils demandent, en dehors de gagner, effectivement, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est déjà de pouvoir se battre. C'est déjà ça. C'est pour ça que Porsche, dimanche dernier, ils faisaient pas la tête. Honnêtement, dimanche soir, ils faisaient pas la tête. C'est comme ça, ils font 3 et 4 derrière Cadillac. Par contre, voilà, quand on regarde, Cadillac était dominateur. On a été surpris par la tenue des pneumatiques. Mais voilà, Porsche ne pouvait pas cracher dans la soupe et dire c'est ce qui s'est passé n'est pas normal. A contrario, je peux vous dire que chez Toyota et Ferrari, ça faisait la gueule. Donc certes, on peut dire oui, mais bon, Ferrari, ils ont gagné début de saison. Certes, on est d'accord. L'empêche, c'est que encore une fois, le mec qui est devant sa télé, lui, ne le comprend pas. Il faudrait on fait du sport. Voilà, après, vous pouvez nous rétorquer que est-ce que le sport doit être moral? On n'est pas tous avec les mêmes dispositions génétiques. C'est sûr que je vois mal Winter Wembanyama faire de l'équitation ou du sport auto. En revanche, il a des bonnes prédispositions pour le basket. En plus, là, on est dans un sport où il n'y a pas que l'homme qui intervient, puisqu'il y a une machine. Vous mettez Hamilton dans... c'est quoi la moins bonne voiture en ce moment, F1 à l'Alpine, je sais pas. Il va pas aller gagner. Hein. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, à partir du moment où on est inscrit, où on est sur la feuille, que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, comme tu disais, est-ce qu'à la fin d'une course, tu te dis, est-ce que le meilleur a gagné? Bah, je dis pas que non, mais on peut avoir des doutes.
C'est ça qui est un peu, ça qui est un peu chagrine, même si encore une fois, le facteur voiture est de moins en moins pris en compte de par l'existence de cette BOP qui est censée niveler les autos. Moi, par exemple, vous me demandez qui a fait la plus belle course aux 24 heures du Mans cette année, je vous réponds la Porsche numéro 6. Et au final, ça n'a pas suffi. La meilleure course, autant que possible aux 24 heures du Mans, parce que je pense que c'est pas possible de faire la course parfaite aux 24 heures du Mans. Il y a une fois notamment, ils se sont pas arrêtés, mais ça a été indolore parce qu'il y a eu un safety car derrière. Mais bon, globalement, de toute façon, Ferrari était intouchable. Alors, c'est sûr que si tu regardes le résultat des qualifs, si tu regardes une feuille de classement avec le résultat des qualifs, tu te dis, bah, à la limite, c'est cool. Tu es en qualif, tu en as 16 sur 18 dans la même seconde. Il manque, je crois, la Toyota 7 et la Ferrari 51. Tu as 10 hypercars encore à 9 dixièmes en hyperpole, 6 marques. Tu te dis, bon, là, les mecs, demain, on va assister à une course d'enfer. Et ben, tu vois, c'est parti. Et si tu n'as pas un fait de course, et là, il n'y a plus de fait de course, et là, il n'y a pas eu de fait de course, il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de, enfin, tu vois, il n'y a pas eu de safety car, ça a été très calme. Et si tu n'as pas de fait de course, si tu n'as pas une météo changeante, comme on a pu le voir à certains moments, ben, à un moment, une fois que le départ il est fait, ben, tu as une procession. Et tu roules. Et tu roules. Et tu roules. Enfin, moi, je suis désolé. Moi, j'adore l'Aston Martin Valkyrie avec son super bruit et c'est super bien. Et putain, quand tu vois cette Aston Martin se battre avec une Toyota qui est quand même championne du monde, qui a une équipe d'enfer, qui a des pilotes d'enfer, qui a une stratégie d'enfer, tu te dis, mais là, enfin, moi, je veux bien, mais je vais revenir sur l'histoire, il y a un trou dans la raquette, il y a un truc qui Ah, va mais pas. tu parlais d'encore une fois, c'est pas le temps autour qui est important, c'est Mais clairement non, la moyenne. Et on a pu le voir au Mans, hein, Cadillac fait meilleur tour en course, par contre en moyenne par rapport à Ferrari, ils sont largués. Et là, je voyais à la moyenne des 60% des meilleurs tours en course, on a la Cadillac numéro 12, elle a une 25,8. Et je vais comparer juste, voilà, avec la Ferrari numéro 51, elle est en 1,26,9 à la moyenne des 60% des meilleurs tours en course. C'est une seconde, c'est colossal. Les écarts, ils sont énormes. Après, oui, par contre, vous me dites de comparer, vous me demandez de comparer avec Porsche. La Porsche numéro 5, elle a une 26,1, donc elle est un tout petit peu derrière la 38 et 3 dixièmes à la moyenne des 60% des meilleurs tours en course par rapport à la Cadillac numéro 12. Donc là, oui, là, ça se tient. Là, ça se tient. Après, il y en a qui vont nous dire, ouais, mais attends, l'IMSA, il n'y a que du LMDH. Hormis l'Aston Martin, excusez-moi, que je compte pas encore dans le lot, parce que pour l'instant, on n'attend pas aux avant-postes. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça le problème. Moi. J'ai pas l'impression que ce soit la cohabitation LMH et LMDH soit le souci. Alors oui, hein, ça faciliterait la vie du législateur, mais sinon, est-ce que c'est vraiment le problème? Honnêtement, je ne pense pas. Et Thibaut, tu parlais du législateur. Est-ce qu'on prend conscience aussi un petit peu de ça, du caractère un peu procession dont on parlait à l'instant, et aussi de voir quand même ces différences d'une course à l'autre, quoi. Ou est-ce qu'on, pour l'instant, on s'en tient ben, on a changé notre système de BOP pour cette année, on s'en tient là. Encore une fois, je ne sais pas, je n'aurais pas parlé, j'ai pas pu évoquer le sujet avec eux après la course. Je ne peux pas croire honnêtement que la course les ait satisfaits. Donc peut-être que on record, ils vont dire que c'est le cas. Je ne peux pas croire qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont vu. Encore une fois, moi en plus, ce qui me chagrine, c'est que tu en parlais, Laurent, mais on a un plateau de dingue, peut-être le plus beau plateau jamais vu dans l'histoire d'un championnat du monde FIA. Et honnêtement, dimanche soir, il n'y a pas grand monde qui était content. Hein. Vraiment, hein, il y avait Cadillac et Porsche. Mais tout en étant conscient du problème, tout en étant conscient qu'on n'avait pas assisté au spectacle auquel on aurait dû assister. Mais derrière, ça faisait la gueule. Hein. Ça faisait la gueule partout. Donc ça aussi, c'est dur à comprendre. Donc je peux pas croire que les instances n'en soient pas conscientes. On a déjà changé 2 fois de système de BOP, de la façon de calculer la compensation constructeur depuis le début de la saison. Est-ce qu'ils le feront une 3e? Il y en a qui me disaient, cette course peut être un tournant. Parce qu'encore une fois, comme disait Laurent, c'est à l'unanimité. Hélas, il y a pas beaucoup de gens qui disent ouais, mais attends, c'est normal que il y a la BOP, tout ça, c'est normal, c'est comme ça. Moi, j'ai entendu personne me dire ça parce que les néophytes, encore une fois, te disent moi, j'ai rien compris. Et les puristes qui comprennent le système, ils te disent que c'est honteux. Est-ce que ça peut marquer un tournant? Voilà. Mais en tous les cas, je peux pas croire que les gens qui sont responsables de ça, je parle notamment de Thomas Chevauché, qui était quand même l'ancien directeur de DS Performance, qui travaille notamment avec Xavier Mustelon-Pinon, pour ne citer que les gens de la FIA. Ce sont des gens qui ont quand même fait carrière. Je peux pas croire que ce soit des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Après, encore une fois, et Laurent a insisté également là-dessus, moi, qu'on me dise, oui, mais les constructeurs cachent leur jeu, si on leur laisse la possibilité de cacher leur jeu pour avoir un meilleur résultat par ailleurs,
c'est que ça fonctionne pas. Moi, je veux pas savoir pourquoi ça fonctionne pas. La conséquence, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc derrière, encore une fois, il y a quelque chose à corriger au plus vite. Et comme tu le dis, tu as des gens quand même qui sont suffisamment brillants, je pense, en termes de technique à la FIA pour tout ça. Mais à un moment, si tu changes déjà 2 ou 3 fois le système en cours de saison, c'est déjà qu'il y a un truc qui va pas. Tu changes Alors, pas. je comprends. Non, mais le truc. Alors attends, je n'ai pas fini. Juste, tu changes. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas ou que tu veux l'ajuster, ok. Mais au moins t'expliques les choses. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Moi, Et tu dis, j'ai trouvé ça remarquable, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé l'article qui a été publié sur Endurance Info. J'ai trouvé ça remarquable qu'au Qatar, il s'ouvre. exactement. Il s'était jamais autant ouvert que le système adopté. Le problème, c'est que c'est bien de s'ouvrir au début, mais derrière, quand ça change, il ne souhaite pas l'expliquer. Donc après, on peut lire la chose de différentes façons. Il y en a beaucoup qui disent effectivement, bah ils le maîtrisent pas leur système de BOP et ils tâtonnent. La FIA et la CO rétorqueront qu'en fait non, c'est pas ça. Ils changent la façon de calculer la manufactureur, la compensation constructeur, excusez-moi, pour éviter que les constructeurs jouent avec les paramètres qui influent la compensation constructeur. Est-ce que c'est un petit pareil-cheveux peut-être, je ne sais pas, mais c'est comme ça que eux aussi c'est comme ça que eux aussi l'expliquent. Mais ils l'expliquent pas, c'est quelque chose qui est avancé. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé dimanche, c'est pas normal et c'est une nouvelle preuve que ça ne fonctionne pas. On a changé un petit peu les règles en GT World Challenge Europe, notamment par rapport aux séances préqualificatives, où justement pour éviter que les constructeurs cachent leur jeu, où on a en place maintenant un système où tu dois faire 8 tours minimum, que tu dois pas rentrer la voiture, que tu dois partir avec un train de pneus neufs, que tu dois partir avec le plein de carburant. C'est justement pour éviter aussi t'en aies qui cachent trop leur jeu en pré-qualif. Après, est-ce qu'il faut avoir un truc un peu plus restrictif? Mais comme tu le dis, si tu laisses la possibilité aux gens de se cacher, bah, ils auraient bien tort de se gêner. Mais Parce que encore une là, fois, c'est pas tricher, c'est profiter en fait de la zone un petit peu. Je sais pas, on peut même pas appeler ça une zone grise. Tu profites un petit peu du règlement pour pas tout montrer. Mais si on t'en laisse la possibilité, bah, faudrait être bête de pas le faire. non, mais en plus, on voit cette année à quel point, notamment, la qualification est importante en WEC, bah, principalement sur un circuit, notamment comme Sao Paulo, où c'est pas si facile de doubler. Je parle même pas d'Imola. Mais en fait, il y en a qui me disaient, effectivement, c'est l'extrême. Hein. C'est pas possible, mais donne 10 points à la pole. Donne 10 points à la pole et tu vas voir s'ils vont pas aller chercher la pole. Parce qu'il faut pas trouver un système qui récompense la perf, à un moment, la perf pure, qui pousserait les concurrents à davantage se dévoiler. Et peut-être, je ne sais pas comment, à quel point le système adopté par SRO est satisfaisant. Après, moi, je veux pas non plus d'un système extrême où, moi, les 12 changements de BOP dans un week-end, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. En revanche, au Mans, à l'issue de la journée test, on a vu qu'il y avait un petit couac et ça n'a pas été corrigé. Mais après, moi, je vois, honnêtement, je suis dans certains championnats, je crois que c'est le DTM. Moi, je comprends même pas pourquoi les équipes elles s'évertuent à vouloir faire la pole, hein, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un mec qui est en pole, il est pénalisé. Donc, je veux pas non plus qu'on en arrive à ce système-là, parce que ça, à mes yeux, c'est absolument ridicule. Mais encore une fois, en fait, on est en train de comparer à des championnats avec des voitures qui ont des architectures techniques très très différentes, qui ont un règlement qui est beaucoup plus ouvert. Là, on parle d'un championnat du monde. On parle du deuxième championnat du monde qui est censé être le deuxième championnat du monde le plus populaire après la F1 aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui, le hypercar a surpassé le WEC a surpassé le WRC qui traverse une passe compliquée, hélas. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce niveau-là de compétition, qui est aussi peu de place pour la méritocratie, c'est frustrant. Encore une fois, je dis pas que c'est tous les constructeurs, les équipes ont des moyens différents, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus. Il y a clairement quelque chose à ajuster. Il y a un pilote qui se reconnaîtra dans ces propos-là, mais qui, lui, il y a quelques années, justement, militait un peu, comme tu disais, pourquoi pas donner des points pour les essais. Alors, au début, quand tu entends ça, tu dis, ouais, enfin, c'est un peu too much. Et après, tu te dis, bah, à la limite, alors on va pas donner 20 points, évidemment, hein, mais il faut trouver une solution. Et comme tu le dis, c'est sûr que le DTM, t'as raison, c'est dès que tu fais la pole, bam, tu prends une pénalité, Et c'est sûr que les changements de BOP 3 fois par meeting, moi, encore une fois, si tu me dis il faut changer la BOP 3 fois par le meeting, mais que le législateur explique pourquoi la BOP, elle change en cours de meeting, est-ce que c'est un problème de pression atmosphérique? Est-ce que c'est un problème de gens qui cachent leur jeu? Est-ce que c'est un problème de pneumatique? Est-ce que c'est un problème de circuit? Est-ce qu'on n'est pas dans la fenêtre en termes de première BOP? Très bien, moi je l'entends. Mais ce que moi je voudrais, c'est qu'on m'explique pourquoi. Tu vois, s'il y a une raison, une vraie raison valable, bah, qu'on me dise, voilà, on a fait ce changement, on a mis 20 kilos à la McLaren parce qu'on s'est rendu compte, alors je parle en GT, hein, parce qu'on s'est rendu compte que telle chose,
Ok, très bien. Si c'est un truc qui est censé pas être opaque, il y a un comité en plus avec des constructeurs qui sont dedans, bah ok, bah expliquez les choses. Moi, tu me demandes j'en ai aucune idée de quelle est la solution. En revanche, je reconnais que moi, quand j'ai vu le tableau de BOP avec mes petits yeux de journaliste et les bruits que j'entendais ici et là, pour Le Mans, je me suis dit, c'est pas mal. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On a très vite vu que c'était pas du tout en accord avec avec ce à quoi on s'attendait, notamment pour la Ferrari. Voilà, ça n'a pas été ajusté. Mais moi, dans un monde idéal, effectivement, et c'est un petit peu ce qui avait été prôné l'année dernière en début de saison. C'est on fait une BOP sur les homologations, sur les paramètres d'homologation. Il y a derrière, il y a cette fenêtre de perf dans laquelle on aide les plus en difficulté. Très bien. Le seul souci, c'est que cette année aux 24 heures du Mans, on a aussi vu qu'apparemment, les paramètres d'homologation, ils sont pas tant maîtrisés que ça. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a certains concurrents qui ont clairement anticipé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Alpine est une voiture qui est typée low downforce et low drag. Cette année, le but de la FIA et de la CO était de niveler les vitesses de pointe. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, à l'Alpine, ils lui ont donné, pour compenser, de par sa philosophie, ils lui ont donné davantage de puissance à bas régime, sauf que ça sert à rien, puisque de toute façon, elle est typée low drag, donc elle la passe pas, la puissance au sol. C'est pareil, la Cadillac, ils peuvent lui donner toute la puissance qu'ils veulent en bas, elle la passera pas, pour d'autres raisons, qui sont plus liées à l'énergie. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a quand même, moi, DESPA, Cadillac m'avait clairement averti en me disant, Thibaut, si la BOP c'est la même que l'année dernière et qu'elle est faite sur les paramètres d'homologation, encore une fois, que les instances ont, on sera vite sur un tour, on ne le sera pas sur la course. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout comme Alpine, ils avaient anticipé ce qui s'est passé au Mans. Donc il y a des moments où on se dit, c'est pas possible, les paramètres d'homologation, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, c'est pas les bons. Je suis désolé, j'ai fait une petite aparté en revenant un petit peu en arrière, mais j'ose espérer quand même que cette course des 6 heures de Sao Paulo marquera un tournant, parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'elle n'a satisfait personne. J'insiste, encore une fois, c'est ni les puristes, ni les néophytes. Et est-ce que Thibaut, on l'a évoqué tout à l'heure avec les nouveaux arrivants, on sait qu'il y a Genesis, Ford, McLaren, est-ce qu'on, dans un sens, ces futurs concurrents s'inquiètent, à ton sens? Bon, je sais pas, de toute façon, le système de le système de BOP, il change tellement qu'en fait, eux, ils savent même pas à quelle sauce ils vont être mangés quand ils vont arriver. Hein. Là, ils changent quasiment toutes les saisons, donc dans certains côtés, on sait pas quel est le système de l'année prochaine. Ce qui est sûr, et moi, ça me choque pas, vu que il y a quand même une compensation constructeur et que la FIA et la CO, pour un nouveau venu, il manque de données puisqu'ils ont que les paramètres d'homologation. Ils basent la voiture sur les performances de la meilleure des autres. Donc c'est pour ça qu'Aston a aussi été tant en délicatesse et entre guillemets tant pénalisé par la BOP en début de saison. La BOP de l'Aston, par exemple, au Qatar, la compensation constructeur, elle a été basée sur la meilleure voiture à Austin, la meilleure voiture à Fuji et la meilleure voiture à Bahreïn de la saison 2024. Donc forcément, c'est compliqué. Donc, mais bon, ça, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas particulièrement. Les constructeurs le savent. Donc voilà. Est-ce que ça les inquiète? Je sais pas. Moi, là où j'insiste, c'est un petit peu ça. Il faut aider ceux qui sont le plus en difficulté, mais pas pénaliser les meilleurs. Et là, c'est clairement ce qui semble avoir été fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Thibaut, Laurent, on a fait un petit peu le tour très rapide sur le plan sportif, comme vous avez pu le voir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info sur les 6 heures de Sao Paulo. Et surtout, nous avons évoqué donc la situation actuelle du WEC avec un schéma de course et des scénarios pas forcément les plus intéressants, on va dire, sur le plan sportif, et donc avec les mécaniques qui en découlent. Messieurs, merci pour ce débriefing. Le prochain rendez-vous Endurance et GT, et ça sera du sprint ce week-end. Laurent, tu seras du côté de Misano en Italie pour le retour de la Sprint Cup sur les bords de l'Adriatique. Et à partir de là, il y aura une petite pause, messieurs, dans le calendrier, une très légère pause avant le retour, effectivement, au mois d'août des différentes compétitions. Août-septembre, ce sera la rentrée pour un petit peu tout le monde. Merci en tout cas, messieurs, pour ce débriefing des 6 heures de Sao Paulo, la dernière manche en date du championnat du monde d'endurance. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Track Limit. Ciao, ciao. Bye bye.